Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Alors cet après-midi, on va parler de culture, on va parler de slam, on va parler de plastique, des arts, on va parler des arts, on va parler de livres, et puis on va parler d'une chose moins enjouée, moins drôle. Hein? On va se souvenir quand même. Et donc, je commence par vous. Bonsoir téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui me regardent en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Merci à tous les zookers de mardi, c'était quoi, le 11 novembre? Tous les zookers du 11 novembre. On a passé une bonne après-midi au déjeuner dansant. Et puis j'espère que Flore est devant sa télé. Elle m'a dit qu'elle voulait voir Victor Anissé cet après-midi. Mais ou pas mener cheval, bon cheval là. Bon cheval. Nitréa. Nitréa. Donc dis que c'est vous qui oubliez. C'est moi qui oublie. Voilà. D'accord, ben, merci beaucoup. On aura du slam avec Jean-Marc Dalma, le penseur des temps modernes. Merci Jean-Marc. Oui, c'est moi. Merci d'être là. Oui, merci aussi parce que bon, effectivement, ça me permet de connaître un peu, disons, cette émission. Les anciens. Ouais. Et puis en même temps d'échanger avec autant de culture, donc on verra. Merci. Alors Dominique Lancastre, j'ai dit Lecastre en Martinique. Et toi tu es Lancastre, avec un L-A-N. Voilà. Toi tu es écrivain et tu nous viens de loin puisque tu parcours le monde. Oui, je suis navigant. Tu es navigant. Et donc je suis venu présenter Retour à la Grivelière et Tes deux livres, on a les premières de couvre. Retour à la Grivelière, c'est un quartier de vieux habitants de Guadeloupe. Vieux habitants en Guadeloupe, on l'a là. Ouais. Et puis, voyage au pays natal. C'est pas retour au pays natal, empreint de nostalgie. Voilà, c'est en fait le Retour à la Grivelière, c'est le deuxième tome. Il y a le premier tome qui s'appelle La Véranda, et le deuxième tome c'est Retour à la Grivelière. Mais je vais expliquer pourquoi c'est Retour. Et puis Une femme chambardée, tu vas nous parler aussi de ce livre. Oui. D'Elena, une femme particulière. On dit bon, le résumé dit qu'elle est atypique, mais on va expliquer pourquoi elle est comme ça. Et toi, tu glorifies la femme potomitan. Potomitan, exactement. Alors, on a la première de couvre aussi, une femme chambardée, préfacée de Marie-André Siprut, qui est ma copine que j'ai reçue ici. Oui. Et qui est une femme remarquable. Oui. Alors, on la salue puisqu'elle nous regarde aussi souvent dans sa campagne lointaine de la Suisse. C'est ça, oui, à la Genève. Oui. Martinique, tout partout. Ouais. Tout partout. Tant mieux. C'est tant mieux. Donc, tu vas nous parler de ça parce que tu sais que la femme potomitan, ils ont détruit ça aussi, ils ont parlé ça encore. Ah bon? Ah oui. On va en parler tout à l'heure. Alors, on commence par toi, Madame Marie-Rose Paulin-Pélican. C'est pas ça? Rose-Marie. Bon Dieu, Rose. Pélican. Ça n'a pas raté. Bon, attends, on la refait. Je remercie mes sponsors. Je ne sais pas, c'est comme ça, toujours. J'ai écrit, mais je suis incapable de nommer les gens. Donc, je remercie Armel pour mon maquillage et l'Espace Beauté Marie-Josée pour ma mise en beauté, mes ongles, toute bagaille. C'est grâce à elle. Le vendredi seulement que je suis belle. Ah, bon. Donc, quand les gens me rencontrent, ils me disent, mais vous n'êtes pas comme le vendredi. Donc, c'est le vendredi que je dois à tout ça, toute cette fioriture, tu vois. Donc, voilà, merci beaucoup à Armel et à l'Espace Beauté Marie-Josée. Alors, Madame Rose-Marie Taupin-Pélican, présidente de l'AVCA, donc vous venez nous parler de la manifestation qui a lieu dimanche à la Triomphe. Voilà. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce que l'AVCA? Alors, AVCA signifie Association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Venezuela. D'accord, c'est là où beaucoup de Martiniquais ont trouvé la mort. C'est l'association qui réunit en fait toutes les familles de ces personnes, de ces 152 personnes qui ont trouvé la mort au Venezuela, et puis aussi bien sûr les amis, les sympathisants. D'ailleurs, je saisis l'opportunité pour vous dire que l'association n'est pas fermée et que tout le monde peut y adhérer. D'accord. Voilà. Mais alors aujourd'hui, ça fait 11 ans? Non. Donc en août 2014, ça faisait 9 ans. Ah d'accord. Et le 10e anniversaire, c'est en août prochain, 2015. D'accord. Voilà. Et au bout de ces 10 années, qu'est-ce qui s'est, comment ça s'est je ne sais pas. Démêlé, où en êtes-vous? Voilà, donc sur le plan judiciaire, je vais parler plus précisément de la procédure pénale. Donc elle piétine, puisque depuis le début, les juges se sont focalisés sur la faute des pilotes.
Nous avons un PNC qui doit bien suivre toute cette série d'accidents, parce qu'il y en a toujours. Et en général, on accuse toujours les pilotes. Parce que c'est beaucoup plus facile, les pilotes sont morts, il n'y a pas de procès, chacun rentre chez soi. Et puis bien évidemment, on ne dérange pas les intérêts économiques, diplomatiques. Oui, mais les pilotes, il n'y a pas une assurance, on ne va peut-être pas interrompre. Oui, mais ça c'est pas la même chose. L'assurance intervient pour payer des indemnisations aux victimes. Mais des indemnisations, c'est l'argent qu'on vous donne, mais vous ne savez toujours pas pourquoi ils sont morts. Et dans ce cas-là, quand il y a un traumatisme comme ça, ce n'est pas propre aux victimes du crash du 16 août. À chaque fois qu'il y a un accident, les familles réclament la même chose, la vérité. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils ne sont pas revenus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, plus de 9 ans après, on ne sait toujours pas pourquoi cet avion s'est foutu par terre dans une plaine du Venezuela, alors que les gens étaient partis au Panama et devaient revenir en Martinique. On ne sait pas pourquoi. Donc justement, un des objectifs de l'association, c'est de tout mettre en œuvre pour que la justice fasse correctement son travail, puisque nous sommes persuadés que jusqu'à maintenant, le juge n'a pas voulu ouvrir toutes les portes qui lui permettraient de bien comprendre la chaîne des événements ayant conduit justement au crash. Il se contente d'examiner ce qui s'est passé dans le cockpit. Certes, il y a le cockpit, mais il y a aussi ce qui se passe en amont, la culture de la sécurité de la compagnie, pourquoi d'ailleurs cette compagnie ne possédait plus qu'un seul avion, comment il allait chercher des pièces sur les avions qui étaient remisés au sol. D'ailleurs, c'est tout un historique, je n'aurai malheureusement pas le temps de tout raconter. Non, ce n'était pas le but. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de penser qu'il n'y a pas que la faute des pilotes. Donc c'est le but de l'association, rétablir la vérité. D'ailleurs, nous avons un documentaire que nous devrons sortir pour le 10e anniversaire et qui va permettre aux Martiniquais d'avoir un autre éclairage. D'accord. Alors, pour dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'association organise? Voilà. Alors, pour ce dimanche 16 novembre à 16h à l'Atrium, nous organisons un concert de solidarité. Donc nous demandons à tous les Martiniquais de nous apporter leur soutien, leur concours, puisque nous avons le groupe Soft de la Guadeloupe. Un très beau groupe. Oui. Ça, je les avais reçus. Voilà. Donc le groupe Soft en première partie. Et en deuxième partie, accompagné par le groupe MKG, il y aura Valérie Loury, Léa Galva, Suzy Trébeau, Milka, Éric Virgal, Colo Bart, Lompaille et Jean-Marie Ragalde. Donc un bel éventail, une belle distribution, et il n'y a pas de raison que les Martiniquais ne viennent pas en profiter et du même coup ne nous aident pas à recueillir quelques fonds pour poursuivre l'action. D'accord. Eh ben, il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre, puisque c'est demain. Est-ce qu'on peut encore acheter des tickets? On peut encore acheter des tickets aujourd'hui, demain, à l'Atrium, dans les magasins Intersport, à Crash Games, à Ingrid Boutique, et aussi Infoline 70 79 29, où on peut appeler 06 96 98 48 48. 06 96, ils n'ont pas encore pris le bic. 48 98 48 deux fois. 48. Voilà. Mais c'est vrai, quand on donne un numéro, tu es chez toi, tu t'as dit, Bic n'a pas écrit. C'est vrai. Le numéro est fini. Mais c'est souvent. C'est vrai. Donc 06 96, un portable, 98 48 48, c'est facile. Voilà, ou Infoline 70 79 29. Infoline, c'est quoi? Il y a un 05 devant, quelque chose, rien? Si, 05. 05 96 70 70 79 29. Et j'ai omis de dire qu'on peut aussi acheter en ligne sur datacaraïbes.com. Data DATACARAIBES.com. D'accord, en ligne donc. Voilà. Donc que les Martiniquais nous montrent qu'ils sont solidaires et qu'ils viennent prêter main forte en recevant aussi oui, en passant un bon moment. Voilà. En partageant cela avec nous, parce que les artistes, je ne l'ai pas dit, les artistes le font bénévolement en fait. Ça c'est important. Ils le font bénévolement. Donc au moins, il faut cela, les gens se déplacent. Il faut voilà. Oui. D'accord.
Eh ben, merci beaucoup. Vous voulez lui poser une question vous... Non, ça va? Non, mais je trouve que c'est formidable de ne pas oublier, surtout, et je l'aborde dans ce sens. On pense souvent, bon, les pilotes sont morts, les PNC sont morts et on met la faute sur le personnel, mais on sait qu'en amont, comme elle disait, qu'effectivement, il y a toujours des problèmes qui ne sont jamais résolus et on n'arrive jamais à avoir la vérité. Mais je pars du principe que moi, je suis toujours dans un avion et aucun PNC, aucun pilote ne met sa vie en danger. Nous sommes les premiers. Bien sûr. On va monter là-haut, aller bien sûr. c'est vraiment qu'il y a vraiment quelque chose. Hein, voilà, c'est ça. C'est que si le pilote était au souvent, courant... les associations de victimes, les femmes des pilotes font partie de ces associations parce qu'elles n'ont pas la vérité. Les enfants aussi. Hein, ce sont des gens qui en partent et on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. D'ailleurs, je dis à chaque fois que je pars, je ne prends pas de rendez-vous spécial avec qui que ce soit. J'ai dit attendez mon retour. Voilà, j'ai toujours dans l'esprit que on ne sait jamais. Voilà. Bien sûr. Ouais. Mais c'est bien de se souvenir, que ce soit dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tant qu'on n'a pas la vérité, c'est nécessaire de se battre et d'avoir, on sait les faits, on sait quoi, bon, qu'il y a eu des morts, que les pilotes sont plus là, mais on veut savoir aussi les raisons. Et j'ai suivi, je connais un peu cette histoire de cette compagnie qui n'était pas très en règle. En règle, voilà. En règle. Et on se demande toujours comment elle a pu atterrir en Martinique et repartir avec des passagers si elle n'était pas en règle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que vous êtes approché, comme dit Dominique Lancas, est-ce que vous êtes approché d'autres associations de victimes ailleurs, dans d'autres pays? Nous sommes en relation avec toutes les associations de victimes, même celles qui se sont créées très récemment après le crash du Mali. Nous travaillons aussi avec elles parce que les familles, il n'y a qu'une famille guyanaise qui est isolée et qui s'est tout de suite rapprochée de nous pour savoir comment ça se passait, ce qu'il fallait qu'elle fasse, à qui elle devait s'adresser, les formalités avec les avocats, tout ça. Et nous avons bénéficié de cela quand l'association s'est créée en 2005. Donc nous apportons aux autres aussi notre concours. Voilà. Et à chaque fois que ce soit le Rio Paris, Yéménia, tout ça, nous sommes en étroite relation. Ça, c'est important. C'est important. Mais hélas, il y en aura encore. Ça, c'est clair. Moi, je sais, j'ai ma tante qui a perdu énormément d'enfants là-dedans. Ouais. Donc, c'est sûr que c'était une sacrée épreuve pour la Martinique. Exactement. Ça. Donc, il ne faut pas qu'on oublie. Voilà. Et là, dimanche, on ne va pas parler de tristesse. Ce sera au contraire un temps fort où l'association va montrer qu'on peut aussi justement avoir cet autre visage en fait où on va partager quelque chose de festif, de positif. On sera unis par ça et sans oublier parce que de toute façon nous, en tout cas, on ne peut pas oublier, sinon il serait mort pour rien. Bien sûr. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Madame Taupin. En tout cas, c'est très bien de faire ça parce que les gens ne savent pas. Mon voisin a laissé 3 enfants. Mon voisin, pas de clôture. 3 enfants, 2 filles et un garçon. Je vous assure qu'on ne peut pas imaginer. Ah ben, bien sûr. Mais ces 3 enfants sont... c'est traumatisant. C'est traumatisant. Ah, oui, non, mais et quand on le dit, on n'imagine pas que 9 ans après, qu'il y ait encore des gens qui sont suivis par des psychiatres, des psychologues 9 ans après, qui n'arrivent pas à refaire surface. Ça, c'est un sacré traumatisme et c'est pour ça justement que nous militons aussi pour que ça ne se reproduise plus. Surtout. Voilà. Puisque c'est le seul moyen de quitter ce pays-là. Exactement. On est sur une île. L'avion est incontournable, c'est ça. Voilà. Sinon, on reste sur sa petite... c'est 1180 km² et puis au bout d'un moment, franchement, oui. D'accord. Eh bien, on va... Alors, nos tickets, même vous, vous pourrez venir avec voisins, amis... Non, on est là. Moi, j'expose. Donc, je suis obligé. Dans le hall, mais il faut... Non, le problème, c'est que moi, j'arrive avant, je participe au SEC et après, j'ouvre l'expo. Il ouvre après. Voilà. Toujours. Voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Rosemarie Taupin. Et puis, bonne continuation. Et puis, téléspectateurs, vous avez entendu, venez nombreux, baillons à l'en main. C'est pas des pauvres, et puis pas faille. C'est clair. Eh bien, on va juste mettre un clip le temps que Rosemarie nous quitte et que Coretta arrive. Alors, on revient tout de suite.
sont parents. On se retrouvera un jour, oh c'est sûr, dans nos mémoires vous resterez à tout jamais. Voilà, ben, on se souvient, 2005, le crash à Maracaibo, au Venezuela, comme vient de nous dire Madame Rosemary Taupin. Bonjour Coretta, comment vas-tu? Bonjour Guylaine, ça va? Merci d'être là Coretta. Donc tu nous rejoins, on va parler de mode avec toi tout à l'heure. Avec plaisir. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez le slam? Ça me dit rien. Tu connais un petit peu? C'est un mot créole? Slam, justement, c'est mot à créole. Mon papa adore le slam. Mon papa adore le slam, il a 85 ans, il adore ça. C'est pas ça, Bouchi? Mais, alors, ça lui rappelle peut-être les contes en temps longtemps. Eh ben puisque oui, c'est le penseur des temps modernes. Voilà. Jean-Marc Dalma. Oui. Alors, qu'est-ce que le slam? Eh bien, effectivement, le slam, bon, ça ressemble aussi beaucoup au conte. Effectivement, c'est une manière de dire les choses avec des mots, mais en utilisant soit la poésie, soit en donnant plus d'émotion aussi, de manière à se faire entendre pour, disons, faire changer aussi les choses. Donc, ce qui fait que, bon, le slam, c'est laisser parler son cœur, de manière à voir, disons, qu'on a tous des choses à dire. Et quelle que soit la manière, mais il faut exprimer, dire ce qu'on ressent pour pouvoir, disons, arriver à toucher la sensibilité de chacun. Et tu le fais très bien parce qu'on s'est rencontrés à Saint-Joseph et même ton corps dans ta gestuelle et tout, c'était super beau. Alors, c'est parti, c'est à toi, Banouyon. Bien d'accord. Eh bien, je vous dirai bonsoir. Vraiment, je dirais même que c'est un très bonsoir. Car grande est ma joie de me trouver avec vous. Le cœur galopant parmi vous, non de peur mais d'amour, pose un regard sur nos vies. Et je pense au lendemain qui peut être, si on veut l'être, car j'habite ce rêve où l'amour du prochain triomphera. Alors je prône l'amour, l'unité et la spiritualité dans sa diversité. Sachez, je respecte la liberté de penser, car le maître mot, c'est aimer pour se retrouver. Alors qui suis-je? Qui suis-je? Bien, je suis le penseur. Le penseur vraiment des temps modernes. Bon, quoi dire pour tout dire? Je vais tout simplement dire que je pense. Je pense qu'il faudrait avoir une pensée beaucoup plus poussée, où la pensée nous pousse à réfléchir, avoir cette réflexion qui nous permet d'analyser chaque chose de la vie. Je pense qu'il faudrait que nous arrivions à cette capacité intellectuelle qui nous permet de développer les sens de notre vie parce qu'il y a quelque chose à développer. On ne peut pas rester dans cette tourmente qui ne nous permet pas de sortir d'une situation où on devait déjà trouver une solution. Voilà, je me dis et je pense toujours. Il y a une solution face à beaucoup de problèmes que nous avons, mais manque de réflexion. On agit sans comprendre le fond de la pensée de celui qui voulait dire et celui qui ne peut plus dire et qui voulait dire et qui se trouve dans l'impossibilité de dire parce qu'on n'a plus le temps. Faudrait-il qu'on arrive à trouver ce temps qui nous permet de réaliser le moment, de dire vraiment qu'il est temps de prendre patience avec celui qui est en face de nous, qui voudrait simplement comprendre, mais qui ne sait pas toujours comment s'y prendre. Alors il faudrait simplement lui dire, voilà mon ami, je suis à côté de toi. Je vais te donner l'essence de ce que je pense. Maintenant, tu me diras ce que tu penses à travers ce que je pense, puis tu me diras ensuite, bien sûr, je suis aussi un penseur. Or, ce qu'il faudrait au niveau de la conscience, retrouver la pensée, la situation, c'est dire maintenant, je ne suis plus celui qui agit sans réfléchir, mais celui qui réfléchit et ensuite qui agit. C'est celui qui essaie de comprendre pour pouvoir agir. Celui-ci, c'est un comble. C'est un comble. Alors je me mets sur le balcon de ma pensée et je me dis, je n'ai pas toujours imaginé que je pouvais me trouver dans une situation où je me disais, il faut que je pense à penser comment trouver la solution pour aider à retrouver cette réflexion perdue par un système qui a voulu que l'homme se retrouve dans une situation beaucoup plus pesante et à l'idée de se dire que l'on pense pour nous. Non, il est temps qu'on se réveille et que l'on pense et que nous pensions à faire ce que l'on veut faire au niveau de notre conscience. C'est dire qu'il y a une solution face à tous nos problèmes. C'est dire maintenant que je ne suis plus celui qui agit sans réfléchir, mais celui qui pèse et qui agit pour l'amour du prochain.
Waouh. Hein? C'est de quand même belle poisson rôti. On dit mémoire ensemble, c'est pas croyable. C'est extraordinaire. non, mais c'est- Et l'addiction. Oui. Ouais, donc c'est effectivement... C'est moi- ça, c'est terrible ça. Ouais. C'est ça, c'est là effectivement, c'est chercher à émouvoir, donc rentrer dans les profondeurs, vraiment intéresser et voir qu'on a un thème et rentrer dans ce thème. Effectivement, disons ma spécialité, bon, tous les slammeurs, nous avons tous une manière d'aborder, on va dire, nos pensées. Et moi, j'ai plus suivi une philosophie, je vais dire, spirituelle et au niveau de la société, de manière à toucher tous les problèmes, mais tout en proposant aussi des solutions, de manière à ce qu'on puisse avoir le choix. Ne pas se dire qu'on a uniquement cette vision, mais on a cette possibilité de faire autrement. Et voilà, donc ce qui fait que je pense le bien-être de tout un chacun et disons le bien-être de l'humanité, on va dire, entre guillemets. Voilà. Monsieur le professeur, toi qui as été professeur. Oui, mais ça m'a toujours impressionné de les voir raconter pendant des heures comme ça, sans se tromper et d'avoir cette mémoire infaillible. Mais il faut dire aussi que nous sommes de tradition orale et il ne faut pas oublier que donc c'est le résidu de notre tradition qui, à travers le slam, revient, parce qu'on dit souvent qu'on perd la tradition, mais c'est bien de voir une nouvelle forme de plus moderne d'oralité qui a toujours existé chez nous en fait. Des conteurs modernes. C'est ça, et ça, c'est le penseur des temps modernes. Eh ben, belle roule au bravo. Hein? Et puis, moi, j'aime bien sa gestuelle, comment il t'embarque. On se fait avoir. Oui, très philosophique. Il y a des sujets abordés qui... Ah oui, il a des sujets comme ça. Moi, j'étais scotchée quand je l'ai vu. Et en plus, il se déplace, c'est très bon. On ne peut pas te laisser bouger, mais... Alors, Dominique Lancaste, parle-nous de toi et de ton livre. On va commencer lequel, par le retour ou bien La femme chambardée? On va commencer par Retour à la Rivelière, voilà, qui est le deuxième tome d'un roman en 3 parties. Le premier tome qui s'appelle La Véranda, qui raconte l'histoire de l'oncle René dans les années 67. C'est-à-dire que c'est un jeune homme, un jeune garçon qui se rend compte, que ce qu'on lui apprend à l'école, ce n'est pas ça à la vie quotidienne. Donc on lui parle de loup, il n'y a pas de loup, lui il connaît Titi Raccoon, il voit ce qu'il voit, et puis il se rend compte que la maîtresse, Madame Duverger, c'est dans les années 60. Nos ancêtres les Gaulois, non? Voilà, on avait déjà vu ça, mais il y avait ça encore. On avait mis de côté? On avait mis de côté, mais dans les manuels, effectivement, il n'y avait pas de manuel de référence qui parle de nous, effectivement. Tout à fait. Donc, j'ai voulu, en écrivant ça, d'ailleurs le roman est beaucoup plus gros que ça, couper le roman en 3 parties pour redonner goût à la littérature, à la jeunesse antillaise, à travers des petits tomes. Donc, le petit tome de La Véranda avec l'histoire de l'oncle René. Au retour à la Rivelière, le garçon a grandi et il revient en pays, il se rend compte qu'il y a l'appel du pays. Donc je raconte un peu les difficultés de l'immigrant antillais en France et qui revient chez lui et qui se rend compte que la tradition a changé. C'est-à-dire que dans la première partie, je parle de la tradition et dans la deuxième partie, je commence à dire cette tradition, on est en train de la perdre. Mais c'est la réalité qu'on vit tous les jours, des gens qui sont partis et qui doivent se réadapter pour vivre chez eux. Voilà, exactement. Alors, La Véranda a obtenu le prix du Bal de Paris du roman d'outre-mer en 2011. C'est quoi ce prix? C'est un prix qui a été décerné dans le cadre de l'année de l'outre-mer, et le Bal de Paris est un organisme qui récompense en général le cinéma et qui fait venir plusieurs pays. Là, cette année, c'est Shanghai, je crois. Et à l'occasion du Salon de Saint-Cyr, l'école, qu'on m'avait demandé de m'occuper de la partie Outre-mer. Et pour me récompenser de la partie Outre-mer, ils avaient lu ça, ils avaient trouvé intéressant. Donc j'ai reçu le prix. Alors, tu étais enseignant? J'étais enseignant, oui, j'ai enseigné pendant 7 ans. Je suis ancien professeur d'anglais. Malheureusement, je crois que j'ai commencé beaucoup trop jeune, j'ai eu mes diplômes très jeunes et on va dire que les élèves m'ont un peu dévoré très rapidement et donc j'ai quitté. J'avais de très bons rapports avec les élèves, il ne faut pas croire, j'avais très bons rapports avec les élèves, j'avais un peu
c'était un peu moins avec la façon que moi, en tant que jeune, considère quand on enseigne. Et donc, il y a un décalage avec le jeune enseignant et souvent l'administration, la direction. Voilà. Et donc, je suis parti. J'ai été recruté par la Compagnie nationale britannique. Et depuis, je vole en tant que personnel navigant. Voilà. Et tu as enseigné aussi en Angleterre? En Angleterre, oui, dans le nord de l'Angleterre. Donc ça, c'était une longue histoire parce que je débarquais au beau milieu de Londres, ça va encore, mais lorsque le Yorkshire, qui est vraiment dans le nord de l'Angleterre, j'étais le seul noir. Et donc, c'était assez marrant parce que les gens venaient me parler, ils avaient envie de découvrir, ils étaient curieux. Et à partir de là, j'avais commencé à penser à écrire et dire effectivement l'antillais à l'étranger a plus cette tendance à se rattacher aux traditions et c'est une façon de se retrouver, de garder le contact et de garder sa culture. Et on se rend compte, malheureusement, quand on vient au pays et on regarde, on visite, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent et que les gens ici, en fait, qui vivent dans l'île, ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de perdre la tradition et il y a des choses qu'il faudrait vraiment garder et que c'est vraiment, ça fait partie de notre culture et de nos racines, quoi. Voilà. Est-ce que tu aimes la lecture, Victor Anissé? Oui, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Mais je regarde parce que moi j'ai enseigné 7 ans à Morne-à-l'Eau, en Guadeloupe. Ah oui. Et c'est bien ce qu'il dit, c'est-à-dire que je ne sais pas, peut-être à 19 ans dans l'enseignement. J'avais commencé à 23 ans, c'est ça, ouais. C'était très difficile. C'est difficile, c'est 7 ans et c'est pas évident. Mais à Morne-à-l'Eau, en ce qui me concerne, c'est très très mieux passé. Oui. Hein? Et lui, ils écrivent beaucoup, mais ils ne sont pas tellement édités. Tu vois? Et ça me fait plaisir de voir. Et moi, il est jeune, hein? Et de voir qu'il a le courage d'écrire comme ça et de trouver des maisons de publication. Quoi. Ouais. Ça ne doit pas être évident. C'est ta maison d'édition, il y a en Belgique? Oui, c'est Fortuna, c'est les éditions Fortuna. Ouais. Oui. Et c'est préfacé par Ernest Pépin. Le premier tome a été préfacé par Ernest Pépin. Il y a l'avant-propos qui a été fait par Eusal Pansy. Eusal qui a bien voulu lire et qui a trouvé qu'il y avait la véranda. Elle a lu la véranda. Et elle a trouvé qu'il y avait un petit peu de Zobel dedans. Et donc la façon dont je décrivais le pays et tout. Donc elle a fait l'avant-propos. L'avant-propos de Retour à la Gruyère a été fait par Mariette Pont-Montpierre, que j'ai reçu aussi. Ouais, qui est scénariste. Donc c'est sûr, peut-être qu'on va le voir. On va voir ça à l'écran. Peut-être, c'est mon souhait, parce que je fais les 3 tomes, et sur les 3 tomes, je mets un scénariste en avant-propos à chaque fois. Et le 3e tome qui s'appelle « On va revenir sur le sujet du début de l'émission, parce que ça s'appelle Mon oncle du Panama. Et on se rend compte avec les 3 dames que je remonte un peu l'histoire des Antilles, mais avec tout ce qui a touché les deux. Et c'est vrai que pour la dame qui présentait, pour le crash, ce sont des gens, Madame Taupin, effectivement, ce sont des gens qui étaient partis au Panama sur les traces des Antillais qui sont partis faire le canal. Souvent on oublie ça aussi, qu'effectivement le canal du Panama, il y a eu énormément de morts de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Jamaïcains qui sont allés pour construire le canal. Voilà. Et donc là-dedans, tu racontes les événements de 1967 en Guadeloupe, qui étaient aussi... Oui, en fait, j'ai mélangé les traditions avec une trame historique. Et la trame historique, c'est mai 67, effectivement, qui avait eu des ouvriers de bâtiment qui demandaient une augmentation de 2%, je crois, et qui se sont fait tirer dessus. Et donc c'est un événement très douloureux. Je crois que la Martinique aussi a connu cette histoire de soulèvement qui a été réprimé et tout. Je ne fais pas de politique, je ne veux pas revenir dessus en disant pointer du doigt, mais j'ai remarqué en faisant des recherches qu'à chaque fois qu'on essaie de lever la voix,
qu'on était écrasés. Oui, regarde en 2009, février 2009, c'était pareil aussi. Hein. Donc, il est important de souligner ça et de faire que c'est pas la première fois qu'on peut parler de 2009, mais que c'est pas la première fois que ça arrive. On a une histoire de soulèvement. On dit souvent, oui, les Antillais ils sont là, ils font rien, c'est pas vrai. On sait quand est-ce qu'il faut descendre dans les rues et quand est-ce qu'il faut se battre. Le problème en Guadeloupe, c'est qu'il y avait qu'un Essouta, en fait, à Flébeau, où on pouvait trouver des livres, mais les jeunes n'avaient pas de livres à lire. Hein. Moi, j'étais en 71, j'étais en Guadeloupe, et ils ne lisaient pas parce qu'il n'y avait pas de livres à lire. Bon Pépin n'écrivait pas encore, il n'y avait pas Maxime n'écrivait pas encore. C'est longtemps après qu'ils sont venus. Donc ils n'avaient pas, donc ils retournaient dans les livres où il n'y avait que des loups. Donc on ne peut pas le reprocher quoi que ça. Donc on revoit Voyage au pays natal, donc la première de couverture, Retour à la Grivelière, donc préfacé d'Ernest Pépin et de Mariette Montpierre qu'on a à l'écran. Et qu'on trouve ici, alors, Dominique? On trouve à la Procure, à Casabule et à la Librairie Antillaise. D'accord, donc disponible ici. Donc, tous ceux qui veulent se pencher, c'est, moi, j'ai adoré et qui est écrit par un Guadeloupéen. Et il faut, comme disait Monsieur Aliker, c'est qu'on parle. C'est à nous, donc c'est nous qui pouvons écrire. C'est nous qui pouvons écrire bagaille. Et c'est ce que tu dis. Il faut que nous lisons, ça quitte à nous. Il faut que ce soit des. L'intérêt, c'est que lui, il voyage. Oui. Donc il peut avoir une vision différente. Et les gars qui restent sur place. Donc il faut voyager. Ah oui, lui, il voyage dans le monde entier et il prend. Donc il peut comparer. Et tu as des similitudes aussi. Hein. Oui, on trouve. Hein, on trouve. Moi, j'ai trouvé en Asie des similitudes avec nous. Beaucoup. Dans les onomatopées, dans la gestuelle. J'ai trouvé ça en Thaïlande beaucoup. En Thaïlande, beaucoup. J'avais pas mangé depuis très longtemps la pomme cannelle et j'ai mangé la pomme cannelle en Thaïlande. Le fruit, bien sûr. Voilà. Parce que là, on dit pomme cannelle ici. On pense c'est un gâteau. La pâtisserie. Là, on dit pomme cannelle. Là, on dit à ta maman, tu veux une pomme cannelle? Il a dit oui. Puis il a dit, je veux pâtisserie. Et je suis allé sur le marché, j'ai trouvé ça. Et donc ça fait toujours, quand on voyage comme ça et on retrouve, j'ai l'abricot-pays, on l'a vu à Sydney, en Australie, dans un parc, je me promenais, je vois l'abricot-pays que je n'avais pas vu chez moi depuis très longtemps. Donc on est un peu... C'est le tout le monde. C'est le tout le monde. Tout est là. Et puis en Asie, ce qui est frustrant, c'est que tu ne peux pas nommer les choses. Exactement. Alors tu as tout. Mais comment il y a... C'est ça qui est tout. C'est dur. C'est bon, on ne peut pas les nommer. Ah, on ne peut pas les nommer, hein. Caïmite, je vois ça, je dis, mais attends, c'est de la caïmite, allons acheter de la caïmite. Comment on va avoir des caïmites? Bon, alors, on peut retrouver Dominique. Alors, est-ce que vous connaissez les jeunes, le grand Victor Anisset? Est-ce que vous en avez entendu parler? Non. Ah non, mais c'est un crime de lèse-majesté, là. Mais on découvre là. Alors, Corinna, est-ce que tu connais Victor Anisset? J'en ai entendu parler. Oui, quand tu tapes sur Google, Victor Anisset, tu la trouves. Mais en dehors de ça, donc Victor, dis-nous qui tu es. Tu es un plasticien martiniquais. Et puis raconte-nous ta vie, tout ce que tu as fait là où aller. Pas qu'il y a assez pour aujourd'hui, mais dis-nous un petit peu. Non, moi, je suis né au Marigot, c'est dans le nord de la Martinique, hein, pour toi. Après Sainte-Marie, Lorrain, c'est quand tu vas dans le nord. Et dans au Marigot, c'est un petit port de pêche, hein, où enfant, nous n'avions que 2 horizons, soit la mer, donc mon père était pêcheur, et quand tu retournais, tu es à la campagne. Ma mère était cultivatrice, elle travaillait sur les habitations, dans les champs de canne. Donc on a cette enfance-là. Autour, enfance heureuse, hein? Famille de 10 enfants, et pas beaucoup dans les chaumières, c'est seulement pour situer. Et à 7 ans, je devenais orphelin de père. Et maman n'a jamais travaillé, puisqu'elle avait les 10 enfants. Et donc, elle connaissait, elle ne savait rien faire. Donc elle est partie, elle travaillait sur une habitation. Elle travaillait des autos de canne dans des traits, etc. Planter la canne pour nous survivre. Et donc, on est livré à nous-mêmes.
la tradition, comme tu dis, c'est qu'à cette période-là, solution à toi, soit tu vas chez ton parrain, soit tu vas chez la marraine, chez un voisin ou une voisine, chez un oncle, tu te débrouilles. Et puis, mais ce qui est de particulier chez maman, et chez nous, c'est que toute la journée, on allait à l'école, on se débrouillait pour manger, parce qu'il n'y a jamais rien. Il faut édifier à toujours fouette, hein. Il n'y a rien, pas ni. Toi aussi édifié, là, tu passes en sortant. On va nous l'école à 11h30, tu passes quand même. Mais tu vois qu'il n'y a rien, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Alors donc, hop, tu continues, et tu t'arranges pour manger chez une voisine, ou bien, etc. Donc on se débrouillait comme ça. Mais ce qui est de particulier, en ce qui nous concerne, nous, notre famille, c'est qu'il y a un petit canapé. Mais quand on revenait à 4h30 des champs, eh bien, on était tous assis. Tous les fois, la journée, on ne se voyait pas. Hein. Mais, pour l'accueillir. Ah ouais, on était tous assis, puisqu'on savait qu'elle revenait avec son trait. Soit tout ce qu'elle a rencontré, soit des bouts de canne qu'elle a rencontré sur l'habitation, un ananas, elle a trouvé un cours au sol, un banane, tout trait à charger, nous attendons. Tu sais, c'est quoi le trait? Oui, ça. Oui, tu sais, c'est quoi le trait? Et donc. Non, mais ni trait, puis trait, ça tout à l'heure, pas ni trait, à la manque à ça. Le trait, c'est que. Pourquoi je parle de ça? Parce que le trait est un élément important dans ma création plastique. Oui. Pour vous l'expliquer. Je vous ai dit que mon père était pêcheur. Donc mon père, eh bien, quand il partait à la pêche, c'était dans un gommier. Je dis bien un gommier. Un gommier. Parce que le gommier, c'est une sculpture. Oui. C'est une œuvre d'art. Oui, puisque c'est un tronc qu'on creuse. Qu'on travaille, etc. Et qui a servi aux Amérindiens pour essaimer toute la Caraïbe. C'est la banque des Amérindiens. Donc c'est une histoire. Et des pêcheurs, après, se sont servis, on a fait une voile. On fait une voile pour aller. Seulement quand le père part, la voile, c'est la vie ou la mort. Ouais. Parce que la voile, s'il n'y a pas de vent, on va virer. On va virer. À l'époque, il n'y a pas de moteur, c'est à la rame. Tu comprends? Alors, là, il y a des trucs extraordinaires. Donc, c'est un élément qui retourne dans mon travail aussi. La voile de gommier. Voilà. Bon, pour aller vite, donc je fais mon enfance comme ça, et se passe un événement. Donc vous êtes assis sur le canapé, tout ça attend maman. Et maman arrive, elle me donne ça, on mange, elle pose son trait, elle sonne ce qu'il y a en patate, et puis elle fait un petit peu de soupe le soir, on mange et on remet ça. Mais je ne veux pas, parce que ça nous amène trop loin. Non, c'est important pour lui qu'il parle de tradition, c'est la manière dont la case était organisée. Il n'y avait que 2 pièces. Une pièce divisée par une cloison, la chambre des parents, et de l'autre côté, les 10 enfants dormaient par terre sur le plancher, sur cette guano, on doit dormir. Et le problème, c'est que la cloison qui était là, qui montait au milieu, qui divisait la pièce en 2, sur cette cloison, il y avait collé toutes sortes de choses. Avec du papier journal? Papier journal, tous les journaux de l'époque. Nous deux, comme ça. Tu vois, tous ces journaux. Je connais ça chez ma grand-mère. Eh bien, c'était formidable. Oui, c'était formidable. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que les florines étaient pourries. Oui. Les florines que papa trouvait au bord de la mer, tout sous la mer. Et puis, il faisait la croissance comme il y avait donc des trous. Et maman bouchait les trous. C'était pour camoufler les trous. C'était le papier peint. Pour son intimité. C'est le papier peint. Mais c'est une œuvre d'art. Bien sûr. C'est une œuvre d'art. Tous les éléments plastiques, tout le langage plastique était là. Collé, déchiré, superposition, tu vois, noir et blanc, des contrastes, tout est à dire. C'est fou, hein? Et c'est tout, enfant, tu vis ça depuis enfant. Voilà. Mais mes autres frères me disent, pas moi, ça, on ne connaît pas. Moi, je dis non. Et moi, ça m'a toujours frappé. Tu étais quel numéro dans la fratrie? Cinquième, excuse-moi. Oui. Non, c'était ça. Et donc, mais moi, ils m'ont fait remarquer, mon frère aîné, Diogène, il m'a dit, il était toujours à regarder, nous tous couchés, en forme fusil, mais où était toujours couché en l'aide d'eau. Et couché, et en fait, je regardais ce mur-là. Mais inconsciemment, c'est pas vrai, je ne faisais pas. Sciemment, c'est que. Et ces images et c'est ça. Et à l'époque, on n'a pas de œuvre d'art. Ça n'existe pas. On ne voyait rien. Bien sûr. Et ce qu'elle collait, maman, nous deux, et soit toi,
Ils ont commencé, ils sont beaux, hein, et ils ont beaucoup d'enfants. Ça se fait, c'est toujours la même histoire. Alors, maman, qu'est-ce qu'elle faisait? On avait remarqué, je ne sais pas pourquoi, mais il faut me dire, on ne s'est jamais inquiété de ça. Je dis, petite maman, tu as déchiré ni des bails, tu as menti. Les baisers, les bagailles comme ça. Pas des bisous. Pas vous pas des C'était terrible. Attends-nous de temps, pas des bisous. Oui, c'est là que j'ai vu que j'étais un peu plus curieux qu'eux, parce qu'ils ne s'occupaient pas de ça. Ils ne cherchaient pas les manquants. Bref, en fait, tout ce que je fais dans le tri, quand j'organise l'espace du tri, hein, tout était déjà dit là. Hein, et petit, de tout petit. Et puis, l'événement qui se passe, c'est qu'à 8 ans, maman me dit, et Monsieur Rénal, est-ce que vous parlez venir vivre à l'habitation? Parce que il vivait mon petit talent ou petit ambaye, maman yon, mon ikaya venu. Et là, j'ai vécu sur l'habitation de Diomont, avec le biquet jusqu'à 18 ans, avant de partir faire mes études. Donc, j'avais les vacances. Et là, donc, ta situation change du tout au tout. Ah ouais, moi c'est Victor, monsieur. Moi, maintenant, je regarde des boules là. D'où j'étais, je voyais la maison familiale, je voyais mes frères qui rentraient, qui sortaient. Et puis, moi, quand manger matin, midi et soir. Au Bénégois, et puis et là, j'ai vécu toute l'histoire de l'habitation. C'est un truc terrible, parce que, pour aller vite, parce que je ne vais pas barrer sinon. Et alors, il y avait fait un rapport avec Glissant, Édouard. Édouard, son père était géreur au Lamentin, hein, la rue Cazenec de Lamentin, où Jeanne Passé a fait son film. Et son père était géreur. Donc Édouard vivait à l'extérieur de l'habitation. Et moi, je vivais à l'intérieur. Ah ben, donc c'est un bon mix. Oui, chaque fois que tu es capable, il a dit, comment ça te capable dans Victor? Et moi, je dit, comment ça te capable dehors? Tu vois, et on passait notre temps et ça se passait sur le truc de la lézarde. Et donc, on a nourri beaucoup. Et dans l'exposition, il y a un cercle là où j'ai mis le dialogue, on avait sous les signes noirs et blancs. Et donc, j'ai vécu là-dessus et arrive sur l'habitation de Père Péchon, qui était professeur au séminaire collège de Saint-Stan, mais archéologue amateur. Et moi, je lui servais de guide pour aller dans les différents lieux au Mago, parce que c'est un village d'Amérindiens. Donc, je venais faire des fouilles archéologiques. Et c'est pour la première fois, je voyais quelqu'un fouillant dans la terre anglaise et récupérer quelque chose. Et je lui demandais, mes pères, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez de l'or? Il m'a dit, non, c'est de l'or rouge. C'est un langage. Tu ne comprenais pas que oui, c'était de l'argent. C'est un langage très particulier. Et vous ne pouvez pas poser un grand nombre, des fois, question. Oui. Alors, et moi, je me dis, Maître Rénal, et Péchon dit, moi, il cachait ce lot, tu sais, bon, maintenant, tu Victor. Alors, Péchon, il dit, mais non, jeune homme, le rouge, c'est-à-dire, c'est de l'argile, et avec ça, tu peux être riche aussi. Et je suis persuadé que dans ma petite tête, si je fais de la céramique jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il a mis quelque chose, il a dit quelque chose dans ma petite tête, toi. Et puis, depuis l'âge de 14 ans, je suis entré à l'école des arts appliqués à Fort-de-France à l'époque. Il y avait 4 sections, bijouterie d'art, menuiserie d'art, couture et céramique. Et tu étais obligé de passer dans les différentes sections. 4 ans après, je suis diplômé de cette école-là. Je rentre à Paris après, à l'école des métiers d'art, l'actuel musée Picasso. C'est là que se trouvait mon école avant. Et donc je fais mes 4 ans là. Et pendant 8-9 ans, je fais des stages un peu à droite à gauche. Et je reviens à Martinique en 67. Et en 67, je chemine dans toute la Martinique, en prenant des tombées levées, des désherbants, et tout partout. Jusqu'au jour où j'arrive à Rivière-les-Arbres, chez un dénommé Marceau d'Ambo, dit Cocoy, et qui me dit, mon cahier janvier pour un atelier, il m'a mis point, un cahier là, m'a pris, et je restais 10 ans, il ne m'a jamais demandé un fonds de loyer. Super. C'est une belle histoire, hein? Ah ouais, bravo aussi. Alors, on va voir ce que tu présentes aux téléspectateurs, parce qu'il faut aller voir ça. Il n'y a pas de titre à Barmen, ni c'est Chouval bonbon. Bonbon Chouval. Bonbon Chouval. Tu sais c'est quoi les bonbons Chouval? Ah ben, en plus, je peux aller acheter un. C'est pour ça. Ouais, et puis, c'est dommage. Mais non, mais je suis désolé. Mais tu reviendras. On va voir tout de suite. Manuela et son équipe ont été sur place à l'Atrium
dans ton exposition qui dure Jusqu'au 22 novembre. Jusqu'au 22 novembre. Avant de repartir, tu pourras aller voir ça. On y va. Tout part. Je commence le livre par la fin et j'ai le menton haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur, ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Il sourit rouge et me parle gris. Je fais semblant d'avoir tout compris. Et il y a un type qui pleure dehors. Sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur, ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Nous et la manne, on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil cassé, tout n'est qu'épié et clié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait. Je fais tout mon make-up au mercure au chrome contre les pop-up qui me sur le trône. Je fais tout mon make-up au mercure au chrome contre les pop-up qui me sur le trône. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur, ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Le ciel coule sur mes mains. Le ciel coule sur D'accord. Ok. Parce que le bambou, c'est très important. C'est la notion de voyage. C'est pas, les bambous sont arrivés, les oiseaux se sont posés pendant les moments. Il y a eu à l'intérieur, ils se sont protégés au moment des cyclones, des mauvais temps dans la mer. Et ils ont amené des bêtes. Hein, dessus. C'est pour vous là, pour toi, il y a des trucs à faire parce que le bambou, ça m'a toujours fasciné. Oui. Tu vois, parce que ça flotte, tu vois, ça flotte et ça voyage. Parce que nous sommes dans le bassin caraïbes, nous recevons tous les fleuves. Tu vois, tu as le Suriname, tu as le Maroni, tu as tous les fleuves qui arrivent. Et ça arrive dans ce bassin-là. Et il y a quelque chose qui va se passer. Quand tu analyses bien, c'est un lieu où, et contraire à moins de petites violences comme ça, par rapport au monde, c'est calme. Quand tu regardes le monde entier. Il ne se passe pas tellement d'événements, il n'y a pas de trucs comme ça. Bon, un petit gars qui donne un coup de couteau, un truc comme ça, c'est malheureux, mais c'est pas comme ça, il faut voir ça. Il faut prendre la carte du monde, tu poses et tu rentres dans la Caraïbe, il va se passer quelque chose. La même impression que j'ai eue, c'était en Grèce, et sur la mer Égée, et puis après j'ai réfléchi, parce que j'ai travaillé beaucoup sur les calderas. Les calderas, mais en céramique, tu vois.
Parce que la mer Égée, quand tu es là-dedans, c'est plat, le fond est plat. C'est très impressionnant quand la mer est belle. Hein, les trucs. Et donc, moi, je dis qu'on est dans cette situation-là. Et une caldeira, c'est autour d'une caldeira que la vie est née. Et nous sommes au fond de la caldeira. Et comme ça, il y en a C'est ça, bien sûr. Et tant qu'on n'est pas remonté, parce qu'on est dans la situation de Sisyphe, quoi. On pousse et on revient, on revient, on ne peut pas tirer comme une affaire. Là. mais sur la mer Égée, quand tu es là-bas, c'est fantastique. C'est impressionnant. Bon, nous arrêter parce que je vais barrer. Mais c'est super intéressant. Elle est très belle ton exposition. Donc, les gens peuvent venir. Tu es là tous les jours. Tous les jours, oui. De quelle heure? Non, à partir de là que je suis sorti, j'y vais. Tu y vas. Et en général, à partir de 16h, quand il y a des manifestations comme les trucs, les vaccins, je m'arrange pour rester au début de la manifestation. Et après? Et après, puisque les gens sortent et viennent. Hier soir, je suis parti, c'était minuit. Wow. Les gens ne partaient pas. Super, mais c'est très beau. C'est très beau. Et là, donc tu es là, tu peux expliquer aux gens, tu leur présentes. Parce que tu sais que c'est mon père vini parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre. Et puis, il les fait comme si il n'y a qu'à comprendre. Il y a qu'à demander un petit pastis rouge, il y a qu'à réserver, mais il n'y a pas qu'à acheter ailleurs. Non, ça n'est pas grave. Je ne veux pas vous acheter. Ce n'est pas ça. Ce que je veux, et ce que je vous ai raconté en courant. Oui. Mais en principe, les gens ne partaient pas. Mais je sais. Après les coups de flûte de Marne, parce que c'est les gens du Gros Monde. Et comme c'était les gens où j'étais dans mon atelier qu'on connaissait, nous étions là, non travaillé jusqu'à minuit. Le monsieur a dû nous mettre dehors. Mais les gens posent des questions, les gens sont très curieux. Bon, alors, Coretta, c'est à toi maintenant. Donc, tu as vu comment on l'écouterait jusqu'à demain? Oui, c'est vrai que l'émission, il faudra des émissions. Alors, donc, Coretta, toi, tu viens nous parler de la Caraïbe, puisque, vas-y, c'est à toi. Alors, je viens particulièrement parler de la mode, parce que j'ai une association qui s'occupe des créateurs caraïbéens. Et chaque année, nous invitons quelques créateurs à participer au défilé de mode. Voilà, le prochain défilé c'est le 22, c'est le week-end prochain, voilà, samedi, où nous réunissons 3-4 créateurs qui présenteront leur collection. Voilà. Ils viennent d'où alors? Alors, il y aura quoi comme matière? Est-ce qu'on a une mode caraïbéenne? Moi, il y a dit que je m'habille en martiniquaise. Mais je ne pas déguisée en martiniquaise. Je ne pas en européenne. En européenne, c'est la grande robe. Alors, donc, la grande robe est très très à la mode parce qu'on parlait de modernise. On a modernisé la robe créole. Vous la trouvez moderne par rapport aux longueurs, par rapport au décolleté. À l'époque, les robes grand-mère, ce qu'on appelle le robe grand-mère. Ça s'appelle la grande robe, madame. Ça s'appelle même la robe de Saint-Pierre. Le vrai nom, c'est la robe de Saint-Pierre. On appelle la grande robe aujourd'hui. Maintenant. Avec Flamme Créole, je suis dans une association, on connaît Baël. Exactement, ça s'appelle la grande robe. C'est la grande robe. Voilà. Et maintenant, on peut l'appeler robe créole aussi. On l'appelle robe créole. Alors, elle est moderne par les couleurs. On mélange beaucoup les matières, on apporte son jupon aussi parce qu'on l'a fait très courte, très décolletée. J'ai vu qu'on l'a fait sur des jeans aussi, on l'a fait sur des jeans, sur du patchwork. Elle est moderne. Elle est moderne. Donc elle fera partie du défilé. Elle fera partie du défilé. Super, bravo. Voilà. Non, mais c'est important, c'est à nous quand même. C'est à nous. C'est bagaille-nous. Et ils viennent d'où alors, les gens qui alors, j'aurais du Denis de Vaed, que tout le monde, je qu'on pense, connaît. Tu connais Denis de Vaed? Qui est de la Guadeloupe, d'ailleurs. Qui est guadeloupéen. Voilà. Olivier Mouquin, qui est martiniquais, qui est de Paris. J'ai Sylviane Gaudy de la Martinique. Elle fait des belles choses. Elle fait de belles choses aussi. Evino Corail aussi, de la Martinique. De la Martinique. Et une jeune martiniquaise qui s'appelle Shiraz. Voilà, c'est son nom de son nom de star. Voilà. Mais qui vit en métropole. Voilà. D'accord. Donc tu invites tous les téléspectateurs à venir. Le lieu, c'est au restaurant Au Bout du Monde.
Ah oui, c'est très à la mode, hein, ce C'est restaurant. à la Rivière mode, Salée. à Rivière-Salée. Il paraît que c'est très beau. Ma fille, elle va tout le temps là. Oui, c'est très sympa parce que Très c'est sympa, tout c'est une nouveau maison. et puis Ah ouais, c'est c'est tout ça. blanc, c'est tout propre, c'est il y a la piscine, la lumière, etc. C'est très très sympa, vraiment. Alors, soit vous pouvez dîner en regardant le défilé avec un dîner, ou alors carrément la partie lunch, prendre un verre ou une bouteille et regarder aussi son défilé. Mais il y aura des petites choses en amont, c'est-à-dire le défilé commencera à 19h, mais dès 17h30, j'invite, parce que c'est vrai qu'on aura un slam, aussi du slam. On aura aussi un musicien qui nous fera de la musique acoustique. Tout ça en fond un petit peu faux sonore. Hein. Et le défilé commencera à 19h jusqu'à 20h, comptez 45 minutes en gros, et après on passera au dîner. Voilà. Voilà. Ah ben, Ah, mais c'est bien, et parce qu'il y a une chose, je profite, et à Grenade, il y a une manifestation de Grenade avec la Caraïbe. Hein. Ils étaient, je les connais plus ou moins, mais surtout à Grenade, ils ont une manifestation. Et culturelle, il y a beaucoup de mode et on a à peu près des tas des lieux de la production caribéenne dans tous les domaines, mais particulièrement en culture. Et je suis fatigué de dire à des jeunes d'aller. C'est pas facile hein, pour arriver à Grenade, c'est très complexe, compliqué, mais il se passe des choses extraordinaires hein, à Grenade. Et c'est souvent les Barbadiens qui animent tout ça. Vous n'êtes pas au courant. et il y a la Fashion Week de la Barbade, de la Jamaïque, et puis il y a la Barbade aussi. Ils ont une Oui, Fashion mais à Tobago, il y a des jeunes stylistes remarquables. Ah, oui, Alors, oui. le but de l'association, c'est quand même s'élargir dans la Caraïbe, parce qu'on a commencé par la Guadeloupe, on a fait venir N'Djamena qui est de la Guadeloupe, j'ai travaillé aussi avec la Guyane, le Brésil. Alors, on s'élargit, on essaie de s'élargir, et pourquoi pas, si nous ne pouvons pas y aller, les faire venir. C'est-à-dire faire une sorte de Fashion Week, hein, un week-end de la mode, un carrefour de la mode, et puis inviter tous ces gens. Vous êtes soutenu comment en fait comment elle fonctionne cette association? Très difficilement, c'est-à-dire avec des adhérents, avec des aides. Oui. Hein, mais les associations, maintenant, on peut pas attendre sur l'État. Non, on est obligé de travailler et de trouver des partenaires. Et c'est vraiment avec des partenaires que je remercie d'ailleurs. Je travaille avec le groupe, je peux le dire, Clément, le groupe Chocolat Hello. Non, Chocolat Hello, non. Non, faut pas le dire. Si tu avais amené le brownie qu'ils font, tu aurais pu. Super brownie. Au moins, c'est des partenaires. J'espère qu'il y aura du brownie au défilé. On aura du brownie. Chocolat Ils ont un brownie. Ouais, il est très très bon. C'est pas bon pour le Ils ont régime. sorti toute une variété de chocolats. Et ils ont sorti des chocolats avec des liqueurs. Payez-nous. Bon, Dio Poté Saban, donc là, on pourra laisser ça, samedi, je les aurai. Bon, je viens comme pour ça, alors. Tu viens, tu vas venir, Victor. Donc, allez, ouais, ça. Mais non, mais je vais, après, une fois que je vais terminer, tu viens à Rivière je Pilote. monte après. Voilà. Rivière Salée. Rivière Salée, pardon. Oui, Rivière Salée. Et puis, une fois, il faudra que tu mettes aussi de l'art. Génipa, c'est plus du Corse. Entre les deux. Et la prochaine fois, il faudra que tu mettes de l'art. Bien sûr, bien sûr, oui. On met de la musique déjà. Classique. Mais c'est pas facile, c'est très dur, je connais, je suis. Non, mais c'est les gars de la Caraïbe. Il se passe beaucoup de choses à la Barbade. À la Barbade, énormément. À Barbade et à Ils ont un carnaval là-bas. Tobago et à Grenade. Grenade, c'est les premiers de. Ils font quoi leur production? C'est là, il y a rappelé. Muscade. Premier producteur de muscade dans le monde. Hein? Dans le monde. Et tu ne peux pas t'imaginer à Barbade. Ça doit sentir bon, l'air. Ah, mais j'étais jamais dans le... Tu sais pourquoi? Parce que je fréquentais. Parce que moi, mes voyages, c'est pour savoir le parcours du tri dans la Caraïbe. D'accord. Et à Grenade, c'est dans le tri qui sélectionne les grenades. D'accord. Et trucs comme ça. Alors, le trait, il nous vient d'Inde? De l'Inde. C'est un objet sacré. Oui. C'est un objet sacré. C'est arrivé avec l'Inde au moment pour les bons dieux coulés. Au moment de cérémonie, c'est la cérémonie. La cérémonie rituelle. Et puis le problème, c'est que quand ils sont arrivés avec, les Indiens sont arrivés avec, ils l'ont détourné de la fonction initiale.
c'est devenu un objet usuel. Ils l'ont agrandi pour charger des roches, des trucs comme ça. Mais ça, c'est une histoire extraordinaire. Moi, j'ai dormi dans les traits. Mais oui, puisque maman, quand elle partait, les femmes qui partaient dans les champs, elles montaient avec leur bébé, mais posaient les traits sous l'allée de poirier et posaient les enfants dans les traits. En attendant, et de temps en temps, on venait nous donner la tétée. Ouais, on repartait, et puis quand on redescendait, ils mettaient sous le dos, et puis avec son trait. Mais les petits, personne pour garder. Où c'est que tu mets les enfants? Il n'y a pas de garderie. Bien sûr. Ma mère était agricultrice aussi. Je me rappelle d'elle avec les traits. Et elle mettait des torches. Des torches? Pour tenir. Pour porter. Mais tu as vu les torches dans l'exposition. Oui. Ceux qui évoquent la Caraïbe. Oui. J'ai posé la naissance de la Caraïbe sur des torches. Des torches. Parce que ce sont les pacotilleuses qui ont fait la Caraïbe. Oui. C'est pour esthétique. Ils prennent les bateaux, tu es capable de mettre, puis on va aller en toute la rive. Donc la torche symbolique, elle dit, je fais la torche en céramique. Chaque objet est posé sur des torches. Mais tu l'écouterais, je te dis, pendant des heures. Alors, et donc, alors le trait, il a fait les poissons, il a fait le linge pour les lessiveuses. Pour aller à la rivière. Il y a, pour repasser le linge après, comme c'était au fer, au charbon, donc le linge avait de l'humidité, donc on laissait sécher avant de le mettre dans les armoires. Hein? Ensuite, le trait est devenu une bodje, fait sébi. D'accord. Il était quand sébi à l'un, il était à terre, il a sous habitation. Hein. Mais quand les usines ont fermé, les fêtes communales ont commencé, les bougasses campaient. Donc ces bougasses ne devaient pas jouer très à terre. D'accord. Ils ont fait trépied. Ok. Parce que le trait est arrivé sans trépied. Mais oui. Qui m'a dit inventé trépied, personne ne va chercher. Ils mettaient, puis c'est au garage de bout, quand ils regardent, vous comprenez? Tu vois? Tu vas donc quoi écrire, mais non. Après, c'est arrivé, les usines ont fermé dans les années 50. Les gens sont arrivés à l'asile BTM. Ils ont commencé à vendre des jibios, tout le baillon à soutrer. Hein. Après, c'est arrivé devant le cinéma. Une pistache, bonbons, tout, gâteaux, tout ça. Et puis, petit à petit, mais ça a fait le parcours avec nous depuis le début de notre histoire jusqu'à maintenant. Et maintenant, c'est dans l'intérieur de la maison bourgeoise. Oui, et chez moi, je trais, mais pour mettre des flacons de rhum. Il y a cassé du manger là-dedans. Oui. Et puis maintenant, il y a des petits traits qui sont comme des plateaux pour manger. Des plateaux pour manger. Et ça va évoluer. Mais quand tu vas dans la Caraïbe, tu vas au Suriname, 45% de la population du Suriname est indienne. C'est eux qui ont toute l'agriculture. Eh bien, au trait, tu vas à Trinidad. À Trinidad, tu as les traits au bord de la route. Les traits sont sculptés dans les angles. Ce sont des objets d'art. D'accord. Et à Barbade, les faux plafonds, c'est fait en forme de trait. Ils servent le trait pour faire couler le béton. Ils enlèvent le trait et ça a une organisation de l'espace extraordinaire. Ah ben dis donc. C'est un bail. Tu vas revenir. Tous les vendredis, il y a la rubrique Victor Anissé, 10 minutes. À partir de maintenant. On applaudit Victor aussi. Et puis Coretta, merci beaucoup pour ce que tu fais aussi. Alors, une femme chambardée. Tu as 2 romans. On a la première de couverture. Donc là, on commence avec un yécric, yécrac. Non, c'est pas vrai. Une femme chambardée, ça va dans la droite file de... Ça va dans la tradition un peu, mais c'est un peu... Bon, ça n'a rien à voir avec les 2 premiers tomes que j'ai présentés. Donc c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve projetée dans le milieu du travail parce que son mari est décédé. C'est pour ça que je dis c'est dans la droite file. Voilà, ça commence effectivement par la mort, par une veillée, où je retrace comment, ce qu'on perd toujours en tradition, comment les gens respectaient les morts et tout ça. Mais on se rend compte qu'à la mort de son mari, alors que tout le monde pense qu'elle allait pleurer, qu'elle allait se morfondre, au contraire, elle dit... Merci mon Dieu. Je me dis d'ailleurs, mais c'est mon Dieu, misérable allez.
Et moi, j'ai adoré parce que il reparle des veillées traditionnelles et tout. Et même si la belle-mère, on s'en fout, il est parti. Mais elle a été malheureuse comme la pierre avec cet homme qui buvait et qui finit. Et elle commence vraiment sa vie à partir de la mort du mari, pour se rendre compte en fait que au niveau de la femme qui était supposée potomitan, compère, que c'est pas aussi facile qu'on le pense. Hein. Ouais, donc elle traverse pas mal de péripéties, notamment la promotion canapé qu'elle refuse. Donc je brosse un portrait de la femme antillaise à travers, depuis les années 70, et tout ce qu'elle peut rencontrer comme problème. C'est pour cette raison aussi que Marie-André Ciprout, que tu as reçu ici, a accepté de faire la préface. Oui, parce que Marie-André, elle est auprès de migrants en Suisse et elle est auprès des femmes en difficulté, justement, dû au racisme, dû à tout ce qu'elle rencontre. Parce que je commence avec la tradition, je commence avec ça, mais je pars aussi en métropole pour regarder les gens qui sont partis et les problèmes qu'ils rencontrent en tant qu'immigrants. Parce qu'elle a une sœur qui, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais elle a une sœur qui a immigré et elle part voir cette sœur-là qui est malheureusement malade et qu'elle va perdre. C'est une belle histoire, je trouve, parce que c'est pas parce que moi je l'ai écrite. Non, c'est une très belle histoire. Et qui permet de renouer avec les problèmes. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que tout à l'heure il parlait en slam des problèmes qu'on peut rencontrer aux Antilles, mais à travers l'histoire d'Elena, on redécouvre la femme antillaise, comment elle vit et ce qu'elle pense. En fait, Elena, elle ne parle pas beaucoup, donc il y a très peu de dialogue dans ce roman. Elle pense tout le temps, donc à travers ses pensées, elle dit quand elle va. Il y a une scène où elle va chercher du travail chez un Libanais à Pointe-à-Pitre et qui lui demande si elle s'est nettoyée. Et elle dit si on rentrait là, c'est quand ça va me jager. Donc Camille, c'est la commandée moi là. Donc c'est une façon de voir. On reconnaît une mère, une cousine, une tante à travers ce personnage. Et puis il y a surtout la soufrière qui vient tout bouleverser, puisque tu parles de l'éruption en 76. En 76, mais qui en fait remet les pendules à l'heure, parce qu'en fait l'île est complètement bouleversée, quelle que soit la Martinique, on est toujours bouleversé, toujours chambardé, et on redémarre à chaque fois. Et donc c'est aussi une façon de voir qu'à l'intérieur même du pays qui existe une espèce de racisme, parce que une fois que l'éruption a eu lieu, on évacue les gens de Basse-Terre vers la Grande-Terre, et les gens de Basse-Terre, de Grande-Terre regardent d'une façon... Les arrivants, les Noirs, du haut de la colline. Voilà. C'est-à-dire qu'on a tendance à regarder de l'extérieur, mais à l'intérieur des îles, où nous avons des disparités et nous avons des problèmes à régler entre nous-mêmes. Bien sûr. Voilà. Et donc j'ai fait lire, la postface a été faite par Jacqueline Couty, une Martiniquaise qui travaille à l'université de Kentucky et qui enseigne la littérature caribéenne et qui a pris le roman qui commence à partir de janvier 2015 à l'université de Kentucky, et elle étudie avec ses élèves aux États-Unis le roman. C'est chouette, hein? C'est vraiment chouette. Et là, elle me fait on s'applaudit, belle. Donc, je pouvais pour dire, parce que j'avais pas dit que je pouvais dans quelques minutes, je sais pas, vers 17h30, là, je serai à la librairie antillaise. D'accord. Je signe Une femme chambardée, et que demain, de 10h jusqu'à 16h, à la librairie Casabulle, qui n'est pas très loin d'ici. Qui est à la rue Victor Hugo? À la rue Victor Hugo, j'ai la véranda, Retour à la Grevelière et Une femme chambardée aussi. D'accord, on pourra te retrouver. Et me poser toutes les questions. Les téléspectateurs, vraiment, moi, j'ai adoré. C'est nous, ça qu'a parlé de nous. Et beaucoup de femmes vont se retrouver. Et je te dis, quand ça commence, il y a une dernière chanson qui vient de sortir où un homme est triste et tout, et puis la femme est partie, machin, et puis il a dit, bon, alors qu'est-ce qu'on dit? Merci. Tu connais pas ça qu'on parle? Ah oui, alors qu'est-ce qu'on dit? Merci, bon Dieu, allez. Mais on a une façon, c'est vrai qu'on a une façon d'aborder la mort aux Antilles qui est totalement différente de l'Europe, où les gens
c'est vrai, est-ce qu'on est habitué à cette mort? Mais à l'époque, les gens s'amusaient et on se rappelait les bonnes choses comme les mauvaises choses du défunt. Mais le fait de faire des veillées, ça permet de scinder tout le monde, de se retrouver souvent. Et souvent, les gens qui étaient fâchés pendant des années, les frères et sœurs, se réconcilient lors des. Nous avons fait toute bagaille en monde mort, bon, nous finissons puis ça. Et puis, alors qu'aujourd'hui, il y avait un séminaire la semaine dernière sur la dépression et le thème était bien vivre sa vie pour bien vivre son deuil, parce qu'on assiste à des deuils pathologiques aujourd'hui à cause du fait que c'est mon cas mort, mais il y aura mort fâché. Donc on dit pas venir l'enterrement, pas venir ici, pas porter fleurs, pas vous soyez. Et puis c'est les autres là qui arrêtent, il y aura reprend fâché, parce que ça se transmet. Donc une fidélité familiale invisible, et puis après c'est vous qui bien malade, et puis tout le lien se dissout, alors que là, bon, oui, vas-y, tu disais. Non, parce que la relation avec la mort, c'est assez particulier. C'est-à-dire, moi j'étais en Guadeloupe au moment de la Soufrière. Ce que tu racontes là, c'est exactement. Et les gens de Pasteur, à Saint-Phi, je connaissais bien, j'étais tout le temps, ils ont vendu le terrain à des charlatans, des mecs qui étaient là, des vautours. Des vautours. Qui achetaient de ces propriétés. Tu ne peux pas t'imaginer. À cause de l'éruption. Il faut raconter ça parce que les gens ne savent pas. C'est inimaginable. Mais quand des milliards les bourgs, tout le monde qui est là, qui est pété, restez là. Mais c'est des villas. Il fallait voir ça. À perte. Et la deuxième chose, je veux te dire, c'est que nous avons une relation avec la mort qui étonne. C'est-à-dire, pendant la guerre, ou avant la guerre, et 14-18 ou bien 48 45 44. Non, mais vous pouvez me raconter. On peut virer. Non, on peut virer. Peut-être que Sabine André pour 1000 choses à raconter. Sabine vient raconter nous la semaine passée. Tout ça qu'il fait. Non, mais. Oui, la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Donc avant, il y avait les morts, il y avait des compteurs. Il y avait des compteurs. Le problème, c'est que à l'époque, pour garder les morts, on mettait du zinc. Oui. Tu vois, on mettait du zinc à l'intérieur parce que ça tenait la fraîcheur. Donc on pouvait faire. Mais la guerre venant, blocus, rien ne va arriver. Non, c'est même pas arrivé. Bien sûr. Donc, si tu mourais dans la matinée, on t'enterrait le soir. Si tu es tard dans la nuit, on pouvait te garder. Mais ils n'ont pas le temps d'avertir au compte de l'Ambi que Victoire Nice est mort, Vini, ça. Ils n'ont pas interdit ça. Donc, les comptes ont disparu. Les comptes ont disparu. Et c'est comme ça que ça a commencé, puisqu'il n'y a pas de temps, on n'a pas le temps de faire. Mais tu n'as pas de mort, bien sûr. Pour compter. Alors peut-être Sainte-Lucie, c'est pour ça qu'ils ont fait sans mort. Sainte-Lucie, il y aura fait sans mort. Bien sûr. Il y aura fait veiller, pas ni mort. Pas ni mort, parce qu'il n'y a pas ni... Oui, il y aura fait veiller sans mort. Et c'est fantastique. Moi, j'ai des bons copains. C'est très drôle. Alors, moi, ce que je veux te dire, c'est que moi, quand j'arrive en Guadeloupe en 71, j'enseigne à Monalo, donc, et je vois les cases là, sous les 4 pierres déjà, à l'époque, ça existait encore, et je vois les cases, mais les maisons sont entourées de zinc. Oui. Et l'architecture, c'est très intéressant. Et on a travaillé avec un architecte sur ça. Donc, moi, je dis, eh bien, c'est vous qui avez raté le royaume. C'était pour garder la fraîcheur. Pour faire la fraîcheur. Mais dans ma tête, de plasticien, et à partir de ça, j'ai fait des œuvres à partir de la tôle, du zinc, que je découpais, je créais des œuvres de ça avec un architecte. Et on a été voir, on a dit, bon écoutez, il ne faut pas, je sais, il fait trop chaud dans la maison, donc il faut découper, il faut faire des trucs pour que l'air puisse passer. Circuler. Et on a fait peut-être 5 ou 6 maisons comme ça à vieux habitants. Tout comme ça. Et j'ai à la maison 2 pièces que j'ai gardées, les autres ont été vendues à Nesota lors d'une exposition et j'avais gardé à l'époque. Mais c'est très 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 drôle. Et c'est comme ça. Tu vois, quand tu arrives chez l'autre, tu as un autre regard. Et les camarades me disent, là, on ça. Moi, je dis, mais non. Et je raconte l'histoire.
il est bon, il n'y a pas de vie. Ah ben, Non, c'est mais super. en tout Donc, cas, c'est bien que des jeunes écrivent pour les jeunes parce qu'il faut. un slam. Parce que l'autre. Un slam, ça vient belle, un slam. Et puis un petit slam. Oui. Eh ben, c'est vrai ça. Donc je vais faire parce que j'aime bien, disons, la discussion que nous avons. Parce qu'effectivement, je suis plus aussi à travers mes slams, je veux simplement ramener tout ce qui était au niveau de la tradition qui nous a permis de bien vivre. Donc faire un peu, être le trait d'union entre le passé et le présent. Alors, ce qui fait que bon, je ferai un petit slam qui dirait l'union fait la force. Notre société en manque de repères vit des moments très amers. Les pères et les mères en arrière, Dieu le repère, on le perd. Et les religions qui doivent mener vers le Père revendiquent qu'elles se trouvent être le repère. Ce qui conduit toujours au manque de repères, donc la division. Ce qui implique que le penseur des temps modernes, rebelle des temps modernes, serviteur du Père modèle, souhaite une union fraternelle autour du Père éternel qui est l'unité pour l'éternité. Ne soyez plus arrêtés, il suffit simplement d'écouter. C'est slammer. Puis vous décidez d'adhérer ou de renier car la liberté est respectée et juger sera pour Yahvé pour l'éternité. Je vois votre pensée. Qui est le penseur des temps modernes? C'est simplement des réflexions, des propositions et des solutions dans le schéma du maître de la création. Vous êtes intéressé par des temps de réflexion? N'hésitez pas. Appelez le 0696 28 65 30, le penseur des temps modernes. Je suis un simple humain comme vous, pas supérieur à vous, pas égal à vous, mais complémentaire à vous. Et cette complémentarité formera notre unité en vue de l'éternité. Maintenant, on est dans les radios. Oui. On va déjà On va déjà voir. Moi, il faut bien ça beaucoup avec Ouscouri. C'est formidable. C'est formidable. Alors, où c'est qu'on te trouve, où c'est qu'on te retrouve, ton actualité? Donc, effectivement, donc je suis le penseur des temps modernes, Jean-Marc Dalma. Oui. Donc voilà, donc effectivement, je rentre dans cette phase de prestation où je commence déjà à me faire connaître pour partager cette forme de pensée, pour qu'on puisse voir si on peut vraiment, disons, créer une union, pour qu'on puisse vraiment sortir dans ce climat de violence. Effectivement, j'ai fait des slams pour tout le monde, donc quels que soient les petits, les grands, de manière à pouvoir se retrouver, disons, dans notre condition, retrouver, savoir déjà qui nous sommes, disons, rechercher aussi toutes les capacités que nous avons au fond de nous, qu'on essaie toujours de voir l'autre, mais on n'essaie pas toujours de savoir qui on est pour pouvoir porter aux autres. Donc je vais faire découvrir chacun, disons, leurs capacités, parce que je parle toujours de la création. Nous sommes tous uniques avec un potentiel, des choses à faire sortir. Et c'est ce que je vais faire. Et en même temps, là où notre société aussi nous a un peu égarés, je veux simplement qu'on se retrouve. Maintenant, reste à chacun de suivre ou ne pas suivre, mais comme je dis, mais c'est simplement exposer une vision autre que ce que nous propose la société pour se retrouver. Voilà. Donc et on me trouve effectivement, bon, là on peut me trouver, disons, en activité avec les autres slammers. On se réunit tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois en Baféitola, à Madiana Plage. Donc on commence, il faut dire 20h, 20h30 on va dire. Et sans quoi, bon, je vais être aussi un peu après avec, disons, un peu partout sur la Martinique. Et tu as un numéro de téléphone si des gens veulent te contacter? Oui, donc c'est le 0696 oui. 28 65 30. Voilà. Donc pour les associations et tout, donc bon, partout je suis là, bon, je suis aussi, on va dire, là pour garder la tradition et tout ce qui a marché, tout ce qui est famille, disons, montrer un petit peu le rapport homme-femme, disons tout. Donc j'ai déjà plus d'une heure, on va dire 1h20 de réflexion, de 3 minutes. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est super. Mais alors, une dernière question, on me fait signe que le temps qui nous est imparti est fini. Hein? Comment tu es venu au slam? Qu'est-ce qui fait que la première fois, et puis comment tu fais pour retenir tout ça? Voilà, c'est pourquoi là, donc je me suis même étonné aussi. Bon, il faut dire que le slam, avant le slam, il faut dire que je suis aussi auteur-compositeur, je suis chanteur, je chante. J'ai chanté avant. D'accord. Et j'écrivais les textes, bon, disons, qui me venaient,
mais sans pour cela pouvoir, disons, les apprendre. Et ce n'est que quand j'ai vu effectivement d'autres slammeurs qui, disons, de France comme Grand Corps Malade aussi, qui faisaient. Donc du coup, moi, et puis les slammeurs d'ici, je me suis vu à, disons, commencer à apprendre. Et plus j'apprenais, plus je voyais que j'étais en mesure de mémoriser. Donc là, je me suis découvert. Tu t'es découvert une mémoire. Et est-ce que tu as fait, dans ton cursus scolaire, tu étais quoi, un truc littéraire Donc, je suis artisan dans le bâtiment. Je suis dans la rénovation. Donc, je suis amené aussi beaucoup à avoir des réflexions pour trouver des solutions parce que bon, chaque bâtiment est spécifique. Il faut toujours trouver une solution. Oui, mais c'est marrant parce que tu as beaucoup de textes quand même. C'est beaucoup Bon, oui, on me fait signe que c'est fini, quand tu reviendras aussi. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Téléspectateurs, je ne vous ai pas donné la parole parce que vous ne l'avez pas prise, vous n'êtes pas crié. Et puis, merci à Dominique Lancas que vous retrouvez ce soir à la Librairie Antillaise, demain à Casabule. Jean-Marc Dalma, merci beaucoup. Toi, on t'appelle. Victor Anissé à la Triomphe, dès maintenant. Dès que tu pars, tu y vas. Et puis Coretta, eh ben, on te retrouve au bout du monde. Le 22 à partir de 17h30. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et puis moi, je vous retrouve mercredi matin. Bye bye. Au revoir. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, oh. Madidida, oi, oi, oi. Pays la joie, oi, oi, oi. Vite goûter ça, oi, oi, oi. Ladies in action, en Kaila. Yeah.